C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les funérailles de Lamine Zeroual à Batna en Algérie. L'ancien président algérien a été inhumé dans son village natal, symbole de la lutte contre le terrorisme. Il est aussi l'homme qui avait limité les mandats présidentiels. Les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de son décès. Décryptage dans un instant avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Cette question, pourquoi le Bénin n'a-t-il pas voté la résolution de l'ONU reconnaissant la traite transatlantique comme un crime grave contre l'humanité? L'abstention du Bénin a créé une polémique. Le pays a décidé de sortir du silence. Les détails à suivre. Et puis à la fin de ce journal, on part en Afrique du Sud où un exploitant minier a trouvé une solution pacifique pour faire travailler des jeunes mineurs clandestins dans ses mines. Une solution qui ne fait pas l'unanimité. Les détails à la fin de ce journal. L'Algérie a enterré son ancien président, Lamine Zeroual. Contrairement aux autres présidents, il n'a pas été inhumé au carré des martyrs à Alger, mais dans son village natal à Batna, dans les Aurès, selon ses volontés. Lamine Zeroual incarnait pour les Algériens la lutte contre le terrorisme, la limitation des mandats présidentiels et le désintérêt au pouvoir. Pour en parler, nous retrouvons Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup Hasni Abidi d'être avec nous ce soir. Les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de la mort de Lamine Zeroual. Que représentait-il aux yeux des Algériens ? Il représente une partie très importante de l'Algérie qui était à la fois très critique, houleuse, vous l'avez dit, avec la montée de radicalité, de terrorisme. Et c'était un homme qui était inédit parce que c'est rare dans les annales de l'histoire de l'Algérie qu'un président, aucun homme politique de son niveau, quand il était déjà général, il a démissionné parce qu'il ne s'entendait pas avec d'autres généraux sur la modernisation de l'armée. Il a refusé. Il était ambassadeur, il a dit je refuse d'être pays pour ne rien faire, mais aussi il a courte son mandat quand il a été élu président de la République. Donc il représente à la fois l'homme qui voulait sécuriser, stabiliser le pays, l'homme qui a tenu la barre dans ce pays alors que d'autres finalement avaient refusé de prendre le relais. Alors quel est son héritage aujourd'hui ? Héritage, vous l'avez dit, c'est le président de la République, l'ancien président Lamine Zeroual avait limité lors de cette nouvelle constitution donc en 1996. Et donc, il a limité le mandat présidentiel à 2 ans. Après Bouteflika, malheureusement, le mandat est devenu donc 4 mandats et ensuite il est devenu extensible puisque le président Bouteflika, l'ancien, il voulait même un 5e mandat, ce qui a évidemment animé ou ce qui a provoqué le Hirak algérien. Le président Lamine Zeroual était l'initiateur d'une loi qui s'appelle la loi de la clémence, la loi de la Rahma. Il négociait lui-même avec ses pairs, avec les fondateurs du Front islamique du salut, Abbassi Medani et Ali Belhaj. Il faut rappeler que Lamine Zeroual était aussi ministre de la Défense et à ce titre-là, il connaissait très bien ce dossier. Et la loi de la Rahma, c'est elle qui a finalement ouvert la voie à une autre loi plus importante, la loi de la concorde civile, qui a mis fin à la guerre civile en Algérie et qui a ouvert une porte vers la pacification de ce pays. Enfin, Lamine Zeroual avait salué le Hirak et il l'a même qualifié de bénédiction et c'est lui qui a refusé de servir de caution pour l'ancien régime puisqu'il a refusé cette offre de diriger une instance de transition. Merci beaucoup Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi le Bénin, l'un des pays qui porte le plus la mémoire de l'esclavage sur le continent, n'a-t-il pas voté en faveur de la résolution de l'ONU reconnaissant la traite transatlantique comme un crime grave contre l'humanité? Depuis le vote de cette résolution par la quasi-totalité des pays africains, l'abstention du Bénin fait polémique. Les autorités ont dû sortir du silence. Le récit de Maya Anaïs Yatagen avec Emmanuel Sodji à Cotonou. A/80/L48 is adopted. C'est un vote historique à l'ONU. La communauté internationale proclame les 400 ans de traite négrière et l'esclavagisation des Africains comme les plus graves crimes contre l'humanité. 123 pays ont voté pour la résolution, quand 3 se sont opposés. Israël, l'Argentine ou encore les États-Unis, qui parlent d'un texte hautement problématique qui mettrait les crimes en compétition.
Des accusations réfutées par le Ghana, qui espère que le texte ouvrira la porte à des excuses et à la justice. Cette résolution ne vise pas à désigner ceux à blâmer entre les générations ou les nations. Elle ne vise pas à rouvrir de vieilles blessures. Elle vise à s'assurer que ces blessures ne soient ni oubliées ni niées. Le texte appelle les États responsables à présenter des excuses formelles, à proposer des compensations pour les descendants des victimes ou encore à restituer les biens culturels et spirituels pillés. Parmi les 52 abstentions, le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne comme la France, mais aussi Madagascar et le Bénin, pourtant très impliqués dans ces questions mémorielles. Face à la polémique, les autorités parlent d'un dysfonctionnement pour expliquer leur absence lors du vote. Notre représentant permanent n'a pas pu prendre part au vote. Lorsqu'un pays n'a pas pu assister à un vote, n'a pas pu prendre part à un vote pour une raison quelle qu'elle soit, il a la possibilité de notifier au secrétariat général des Nations Unies son intention de vote, sa décision de vote a posteriori. Et c'est ce que le Bénin a fait immédiatement après, en notifiant de façon formelle au secrétariat général des Nations Unies son intention, sa volonté d'apporter un vote favorable à cette résolution historique. Le texte ne se limite pas à dénoncer la durée et la brutalité du phénomène qui a conduit à la déportation de près de 15 millions d'Africains. Il pointe également les conséquences encore visibles aujourd'hui de la discrimination raciale au néocolonialisme. On en vient à la prestation de serment de Faustin Archange Touadéra en République centrafricaine, une prestation pour un 3e mandat de 7 ans. Il avait été déclaré vainqueur de la présidentielle du 28 décembre 2025. On fait le point avec notre correspondant à Bangui, Cyril Jefferson Yapende. Malgré une pluie battante au début de la journée, plusieurs milliers de Centrafricains ont répondu présents à cet appel, notamment en ce qui concerne cette cérémonie. L'attente des Centrafricains elle est forte, notamment en ce qui concerne les conditions de vie, la relance économique mise à mal par l'absence d'une politique de production, la justice et surtout la réconciliation nationale. Et il y a une frange de l'opposition qui appelle toujours la classe politique à un dialogue et la société civile y compris. Cette nouvelle attaque au Nigeria, des hommes armés non identifiés ont attaqué un bar à Jos, la capitale de l'État du Plateau, dans le centre du pays. Une attaque qui a déclenché des représailles de la part de la foule. Au total, au moins 30 personnes ont été tuées. On part à présent en Afrique du Sud, où de nombreux jeunes se tournent vers l'exploitation minière illégale, faute de travail, dans un pays où le taux de chômage dépasse les 30%. Ce commerce illicite est synonyme de conflits et de violence. Pourtant, un exploitant minier a trouvé une solution pacifique pour faire travailler ces jeunes, une solution qui ne séduit pas tout le monde. Les détails avec Emily Boyle. Dans la poussière de cette mine d'émeraude en Afrique du Sud, ces orpailleurs illégaux espèrent trouver leur fortune. Surnommés les Amazama, ils travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses en utilisant des outils rudimentaires dans des puits de mine désaffectés. J'ai choisi cette activité simplement parce qu'il y a un manque d'emploi ici, en Afrique du Sud. Il n'y a pas de travail. J'ai des enfants, j'ai une famille. Je dois faire quelque chose pour que mes enfants puissent survivre. Les Amazama travaillent toujours illégalement en s'infiltrant dans des mines privées. Une pratique qui tourne parfois à la violence lorsque les Amazama sont chassés de force par les propriétaires locaux. Mais un propriétaire de mine a décidé de changer de tactique. Il vient de conclure un accord avec les Amazama. Il leur permet un accès limité à sa propriété une fois que ses employés ont terminé leur journée de travail. Le contrat est simple. Tant que les Amazama ne le dérangent pas, il ne va pas les déranger non plus. Je pense que c'est surtout un problème de chômage en Afrique du Sud, où les jeunes n'ont pas de travail. Ils doivent quand même vivre, alors ils sont prêts à aller jusqu'à l'extrême pour trouver de l'argent. Essayer de les empêcher, ça peut poser problème. Ils vont saboter vos machines. Et ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller aussi loin et d'essayer de les combattre par la violence. Ce pacte de coexistence offre une solution fragile mais pacifique à une situation tendue.
En attendant, les causes profondes de l'exploitation minière illégale ne sont toujours pas résolues dans un pays où le taux de chômage reste supérieur à 30%. Pour finir, le feuilleton de la CAN se poursuit avec ce volet judiciaire des supporters sénégalais condamnés pour hooliganisme. Le procès en appel des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc a de nouveau été repoussé. Il devrait se tenir le 13 avril prochain. L'un des avocats des supporters a dénoncé un dilatoire de la partie marocaine. Fin de citation. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.